Le vent glacial de Paris s'engouffrait au coin de la rue, charriant des odeurs de gaz d'échappement et de marron grillé. Pour Léa Martin, ce n'était qu'un mardi de plus, un autre service à préparer des cafés et à forcer des sourires face au train-train quotidien. Elle le remarquait chaque matin, l'homme recroquevillé dans la ruelle, son visage une carte routière des épreuves de la vie, son manteau un patchwork d'histoires oubliées. Chaque jour, elle lui glissait un café chaud, un petit geste de chaleur dans une ville de pierre. C'était un échange simple et silencieux, une routine, jusqu'au jour où il leva les yeux, son regard d'une clarté choquante, et prononça 4 mots qui allaient faire voler sa réalité en éclats. « Je suis le milliardaire ». Que se passe-t-il lorsqu'un simple acte de gentillesse démasque un puissant secret qui pourrait être soit une bouée de sauvetage, soit une tromperie dévastatrice? La réponse changera tout ce que vous croyez savoir sur les gens que vous croisez dans la rue. Le ciel d'avant l'aube sur Paris avait la couleur d'un hématome vieux d'un jour, un violet contusionné se fondant dans un gris maladif. Un froid pénétrant s'était installé sur la ville, un froid humide et envahissant qui s'infiltrait à travers les couches de vêtements et s'accrochait à la peau. C'était le genre de froid qui poussait les sans-abri à se blottir plus profondément dans leurs abris de fortune et les banlieusards pressés à serrer plus fort leurs écharpes, leurs visages des masques sombres contre l'assaut du vent. Pour Léa Martin, ce mardi matin particulier n'était pas différent des sans précédents. Son réveil avait hurlé à 4h30, un cri cruel dans le silence de son minuscule appartement hors de prix du 19e arrondissement. Le long trajet en métro, une épreuve de boîte de sardines de Corse bousculant et l'odeur vague de café rassis, l'avait déposée sur le trottoir glacial à un pâté de maison du grain quotidien, le café où elle passait 10 heures par jour debout, souriant jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Le grain quotidien était un paradoxe. Il projetait une image de chaleur artisanale et douillette avec ses comptoirs en bois de récupération, ses ampoules Edison et l'arôme omniprésent de grains de café d'origine unique fraîchement moulus. Mais pour le personnel, c'était un champ de bataille à haute pression et bas salaire. Le gérant, un homme perpétuellement stressé nommé Monsieur Dubois, dirigeait l'endroit avec une précision militaire, ses yeux vifs partout, à la recherche d'un comptoir taché, d'une commande en retard ou d'un employé prenant une pause non autorisée de 30 secondes. Léa, à 26 ans, se sentait plus vieille que son âge. Les rêves qu'elle avait apportés avec elle à Paris, d'entrer aux Beaux-Arts, de peindre de vastes toiles au lieu de la mousse de latte, avaient été progressivement érodés par le flot incessant du loyer, des dettes de prêts étudiants et du coût stupéfiant de la simple existence. Sa vie était devenue un cycle de travail, de sommeil et d'inquiétude, les couleurs vives de ses ambitions artistiques s'estompant pour devenir le beige monotone de sa réalité. Sa jeune sœur, Clara, était sa principale motivation. Clara luttait contre une maladie chronique, et les factures médicales qui s'accumulaient étaient un poids constant et suffocant sur les épaules de Léa. Chaque pourboire supplémentaire, chaque euro économisé allait dans une enveloppe usée intitulée « Fonds de Clara ». Ce matin-là, alors qu'elle déverrouillait la porte d'entrée du café, une rafale d'air glacial la suivit à l'intérieur. Elle frissonna, sa veste mince offrant peu de protection. Sa première tâche était toujours la même. Mettre en marche les machines à expresso de taille industrielle, moudre le premier lot de grains et disposer les viennoiseries qui avaient été livrées 1 heure plus tôt. Pendant qu'elle travaillait, ses mouvements fluides et économiques, fruit d'années de pratique, elle jeta un coup d'œil par la grande baille vitrée et elle le vit. Il était un élément fixe de la ruelle qui longeait le café. Un homme dont l'âge était impossible à deviner. Il aurait pu avoir 40 ou 70 ans. Son visage, gravé des lignes profondes des épreuves et de l'exposition aux éléments, était partiellement masqué par une barbe épaisse et emmêlée, striée de gris. Il portait un assemblage de couches dépareillées et en lambeaux, une veste militaire vert délavée sur un sweat à capuche tachée, un pantalon qui était plus troué que tissé. Il était blotti contre le mur de briques, une fine couverture crasseuse serrée autour de ses épaules, essayant de se protéger du vent implacable qui s'engouffrait dans l'espace étroit. Léa l'avait remarqué pour la première fois il y a environ 6 mois. Les autres baristas l'ignoraient. Les clients qui le voyaient accéléraient le pas, les yeux fixés droit devant, un aveuglement délibéré et pratiqué. Monsieur Dubois marmonnait occasionnellement qu'il était mauvais pour les affaires, menaçant d'appeler la police pour le faire enlever pour vagabondage, bien que l'homme ne causât jamais de problème. Il était juste là, une présence silencieuse et spectrale à la périphérie de leur monde animé et caféiné. Au début, Léa avait ressenti la même étincelle de malaise et de pitié que tout le monde. Mais un matin particulièrement brutal de janvier, elle l'avait regardé trembler si violemment qu'elle pensait que ses os allaient s'entrechoquer. Sur une impulsion, elle avait préparé un café supplémentaire, un simple americano noir, chaud et fort, ses mains tremblant légèrement. Elle s'était éclipsée par la porte latérale pendant une accalmie, son cœur battant la chamade à cause de la peur irrationnelle d'être surprise par Monsieur Dubois. « Excusez-moi », avait-elle dit doucement. L'homme avait levé les yeux, son regard, d'un bleu étonnamment clair, s'élargissant de méfiance. Il ne parla pas, Je pensais que vous voudriez peut-être ça,
balbutia-t-elle, tendant la tasse fumante. Il fait froid. Il fixa la tasse pendant un long moment, puis son visage, son regard inquisiteur. Lentement, prudemment, il avait tendu la main, ses doigts vifs et gercés, et avait pris la tasse. Son contact fut bref, mais elle sentit le froid choquant et douloureux de sa peau. Il avait porté la tasse à ses lèvres, la berçant dans ses deux mains, comme si c'était un trésor précieux, et un petit nuage de vapeur avait enveloppé son visage. Il lui avait fait un unique signe de tête, presque imperceptible. Puis il s'était détourné, se retirant à nouveau dans sa coquille d'anonymat. Ce simple signe de tête avait forgé un lien tacite. C'était devenu leur rituel. Chaque matin, Léa préparait un café supplémentaire. Chaque matin, elle le lui glissait. Parfois, il hochait la tête. Parfois, il offrait un « merci » rauque et silencieux. La plupart du temps, il ne disait rien du tout. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Ce n'était pas une transaction. C'était un petit geste d'humanité dans une ville qui en semblait souvent dépourvue. C'était pour lui, mais d'une certaine manière, c'était aussi pour elle. C'était un rappel que malgré ses propres luttes, elle pouvait encore offrir quelque chose. Qu'un petit acte de gentillesse était une lueur de lumière contre l'obscurité grandissante de ses propres angoisses. Aujourd'hui, le froid était particulièrement vicieux. Le panneau numérique de l'autre côté de la rue affichait -8 degrés Celsius avec un refroidissement éolien qui donnait l'impression de température négative à 2 chiffres. Léa observa l'homme. Il ne tremblait plus violemment. Il était immobile, d'une immobilité inquiétante, ce qui était en quelque sorte plus effrayant. Elle prépara le café, la vapeur réchauffant son visage. Elle le versa dans un gobelet en carton épais, fixa le couvercle et attrapa un croissant de la veille destiné à la poubelle. Le glissant dans la poche de son tablier, elle attendit un moment où M. Dubois était dans son petit bureau, hurlant au téléphone à un fournisseur. Elle se glissa par la porte latérale dans le vent mordant. La ruelle empestait les ordures humides et la décomposition urbaine. « Bonjour », dit-elle, sa voix un petit nuage blanc dans l'air. Il leva les yeux. Ses yeux bleus semblaient plus ternes aujourd'hui, voilés de fatigue. Il ne tendit pas immédiatement la main vers la tasse. « Il fait vraiment froid », ajouta-t-elle, énonçant une évidence. « Je vous ai aussi apporté un croissant. » Il tendit finalement une main. Ses doigts étaient raides, et il tâtonna avec la tasse une seconde avant de la saisir fermement. Son regard s'attarda sur elle un moment de plus que d'habitude. C'était un regard qui semblait différent. Pas seulement de la méfiance ou de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus analytique. C'était comme si, pour la première fois, il la voyait vraiment, les lignes de fatigue autour de ses yeux, la légère tache de café sur sa manche, l'affaissement las de ses épaules. « Vous ne devriez pas, » dit-il d'une voix rauque, un crépitement sec comme des feuilles d'automne glissant sur le pavé. Léa fut surprise. Il ne lui avait jamais dit plus de 2 mots auparavant. « Ce n'est que du café, » dit-elle avec un petit haussement d'épaule. « On en jette tellement de toute façon. » C'était un mensonge. Monsieur Dubois suivait l'inventaire jusqu'au dernier grain, et cela sortait de sa propre poche, une dépense minuscule et imperceptible qu'elle absorbait sans y penser. Il prit une lente gorgée de café, fermant les yeux, alors que la chaleur semblait se répandre en lui. Il ne mangea pas le croissant, le tenant simplement dans son autre main. « Je m'appelle Léa », offrit-elle, ne sachant pas pourquoi. Il la regarda de nouveau, ce regard analytique intense revenant. Il fit un léger signe de tête, presque infinitésimal, mais ne dit rien de plus. Un cri soudain de l'intérieur du café. Monsieur Dubois aboyant, son nom la fit sursauter. « Je dois y aller », dit-elle en se détournant rapidement. Alors qu'elle se dépêchait de rentrer, un sentiment étrange l'envahit. C'était le sentiment que leur rituel simple et silencieux venait de changer. Quelque chose avait changé dans l'air glacial de la ruelle. Elle ne savait pas ce que c'était, mais alors qu'elle affichait son sourire de service client et commençait à tirer des expressos, les yeux bleus et clairs de l'homme, remplis d'une intelligence qui semblait totalement en contradiction avec sa situation, restaient gravés dans son esprit. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait d'offrir une tasse de café à quelqu'un qui était bien plus que ce qu'il paraissait. Les jours se fondirent en semaines, et l'hiver parisien morose resserra son étreinte glaciale. Le rituel silencieux entre Léa et l'homme de la ruelle continua, une constante dans le chaos tourbillonnant de sa vie. Elle apprit qu'il s'appelait Samuel, un fait qu'il avait offert un matin de la même voix rauque et peu utilisée, sans autre explication. Juste Samuel. Cela semblait monumental. Lui donner un nom le transformait d'un symbole anonyme de la misère urbaine en une personne, solidifiant la connexion fragile entre eux. Cette connexion, cependant, ne passa pas inaperçue. La collègue de Léa, une jeune femme perpétuellement cynique nommée Jessica, l'observait avec un mélange de pitié et de mépris.
La philosophie de Jessica était de traverser la journée avec le moins d'efforts et d'investissement émotionnel possible. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça », dit Jessica un après-midi, appuyée contre le comptoir et faisant défiler son téléphone pendant que Léa réapprovisionnait le réfrigérateur à lait. « Tu n'es pas sa gardienne, Léa. Il va juste dépenser l'argent qu'il reçoit en alcool ou pire. »« Je lui donne du café, Jess, pas de l'argent, » répondit Léa, la voix tendue. « Et un croissant de la veille. Ça ne va pas changer le monde. » « C'est une question de principe, » renifla Jessica, sans lever les yeux de son écran. « Tu les encourages. Monsieur Dubois te voit. Tu vas te faire virer. Est-ce qu'il vaut ton travail ?» La menace était réelle. Monsieur Dubois était de plus en plus agacé par la présence de Samuel. Il voyait l'homme comme une tache sur l'image soignée du café. Il avait commencé à faire des commentaires pointus à Léa. « Notre résident est-il toujours là dehors ? Mademoiselle Martin, peut-être pourriez-vous lui rappeler que ce n'est pas une soupe populaire. » Chaque commentaire était une petite pique, un avertissement que sa compassion avait un prix. Les clients n'étaient pas mieux. Léa voyait la façon dont ils détournaient les yeux, le léger recul lorsqu'ils passaient devant la ruelle, la façon dont ils tenaient leur sac à main coûteux un peu plus près. Ils se tenaient à l'intérieur, sirotant leur latte à 5 €, et regardaient parfois par la fenêtre Samuel avec une expression de dégoût détaché, comme s'il n'était pas un homme gelant dans une ruelle, mais une œuvre d'art moderne désagréable. Leur jugement était un poids silencieux et oppressant, faisant de son petit acte de gentillesse un acte de rébellion. Mais Léa persista. L'échange matinal avec Samuel était devenu une encre dans sa journée, dans une vie qui semblait de plus en plus transactionnelle et vide. C'était quelque chose de réel. C'était une connexion qui ne demandait rien en retour. Elle commença à remarquer de petites choses à son sujet. Il était méticuleux, presque obsessionnellement ordonné avec son petit espace. Ses maigres biens, un sac de couchage enroulé, un exemplaire usé des « Pensées pour moi-même » de Marc Aurèle avec une couverture en lambeaux et une petite pierre grise et lisse, étaient toujours soigneusement disposés sur un morceau de carton. Il ne faisait jamais la manche. Il ne parlait à personne d'autre. Il s'asseyait simplement, regardait et lisait. Un matin, elle le vit lire le livre, le front plissé de concentration. La scène était si incongrue. Cet homme, qui semblait avoir été complètement abandonné par le monde, profondément absorbé par la philosophie stoïcienne. Cela approfondit le mystère qui l'entourait. Qui était-il ? Quelle séquence d'événements catastrophiques l'avait conduit dans cette ruelle ? Sa propre vie devenait une cocotte-minute. Une lettre était arrivée de son propriétaire, un avis formel et sans cœur d'une augmentation de loyer de 20% effective dans 60 jours. C'était une condamnation à mort pour son budget. La même semaine, une facture arriva du spécialiste de Clara. Un nouveau médicament, expérimental et coûteux, n'était pas entièrement couvert par leur assurance de base. Le chiffre sur la page lui donna le vertige, un trou noir s'ouvrant dans son estomac. Elle commença à prendre des services supplémentaires, récupérant les services de fermeture que Jessica et les autres évitaient, travaillant jusqu'à ce que ses pieds soient enflés et que son dos hurle de protestation. Elle mangeait des nouilles instantanées pour le dîner et commença à rentrer à pied une partie du chemin pour économiser sur le ticket de métro. La tension commença à se voir. Des cernes sombres se formèrent sous ses yeux. Ses mains, gercées et à vif à cause des lavages constants et des produits de nettoyage agressifs, tremblaient parfois. La jeune femme vibrante et pleine d'espoir qui était arrivée à Paris s'usait jusqu'à la corde. Son matériel de dessin gisait intact dans un coin poussiéreux de son appartement, un témoignage silencieux d'un rêve différé. Il n'y avait pas de temps, pas d'énergie, pas d'espace dans son esprit pour autre chose que la survie. Un soir particulièrement épuisant, après un service de 12 heures où un client lui avait crié dessus pour avoir mis trop de mousse dans un cappuccino, Léa était à l'arrière, passant nonchalamment la serpillière. Des larmes de frustration et d'épuisement piquaient ses yeux. Elle se sentait piégée, un hamster dans une roue tournant de plus en plus vite juste pour rester au même endroit. Le lendemain matin, elle ressentit un profond sentiment de désespoir. Le ciel gris ressemblait à un couvercle de cercueil. Alors qu'elle préparait le café de Samuel, ses mouvements étaient lourds, sans énergie. Lorsqu'elle entra dans la ruelle, le froid la mordit plus fort que d'habitude. Samuel était là, comme toujours. Il prit le café, ses yeux scrutant son visage avec cette intensité déconcertante. « Vous avez l'air fatigué, » dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une simple déclaration de fait. La franchise de cette remarque, la simple reconnaissance de sa lutte, brisa sa façade soigneusement construite. Une boule se forma dans sa gorge. « Longue semaine », réussit-elle à dire, la voix épaisse. Il resta silencieux un moment, la regardant simplement, la vapeur de son café tourbillonnant entre eux. Il plongea alors la main dans sa veste et en sortit quelque chose de petit. C'était un morceau de fusain,
du genre que les artistes utilisent pour dessiner. Il le lui tendit. Léa le fixa, confuse. C'est pourquoi faire. Je vois la façon dont vous regardez les choses, dit-il, sa voix basse et rauque. La lumière qui frappe les bâtiments le matin, les motifs que la pluie dessine sur le pavé. Vous voyez le monde. Vous ne devriez pas les laisser vous prendre ça. Léa resta bouche bée. Comment pouvait-il savoir? Comment cet homme, cet étranger de la ruelle, pouvait-il voir la seule partie d'elle qu'elle pensait complètement invisible, la partie qu'elle-même avait presque oubliée? Elle avait été si concentrée sur ses problèmes, sur la sombre réalité de sa vie, qu'elle n'avait pas réalisé que quelqu'un faisait attention à elle. Il la voyait non pas comme une serveuse, une distributrice de café, mais comme une personne avec une passion cachée et endormie. Elle prit le morceau de fusain de sa main. Ses doigts étaient froids, mais son geste était chaleureux, profond. C'était moins un cadeau qu'un rappel de qui elle était, de qui elle pourrait encore être. « Merci », murmura-t-elle, les mots semblant totalement inadéquats. Elle n'avait plus de carnet de croquis, mais ce soir-là, après son service, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle se rendit à pied au parc des Buttes-Chaumont, à quelques pâtés de maison de là. Sortant une serviette en papier de sa poche, elle s'assit sur un banc froid sous la faible lueur d'un lampadaire et commença à dessiner. Elle dessina les branches noueuses d'un vieux chêne, tendant vers le ciel comme des doigts désespérés. Sa main était maladroite au début, la mémoire musculaire raidie par le manque d'usage. Mais à mesure qu'elle travaillait, quelque chose en elle se détendit. Le nœud serré d'anxiété dans sa poitrine se relâcha un peu. Le dessin n'était pas très bon. Il était brut et amateur. Mais c'était le sien. C'était un petit acte de création dans une vie qui était devenue une question d'entretien et de survie. C'était le murmure de son ancien moi, ramené à la vie par un morceau de fusain d'un sans-abri dans une ruelle. En rentrant chez elle, le fusain serré dans sa main, Léa sentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, l'espoir. L'espoir fragile que Léa avait ressenti commença à s'effilocher presque aussitôt qu'il était apparu. L'univers, semblait-il, n'en avait pas fini de la mettre à l'épreuve. L'avis d'expulsion n'était pas une menace. C'était une promesse. Son propriétaire, une société sans visage qui ne communiquait que par des lettres stériles au ton juridique, avait rejeté sa demande de sursis. Elle avait 30 jours pour accepter le nouveau loyer ou quitter les lieux. 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre sur le marché immobilier le plus impitoyable du pays. Une tâche qui semblait aussi plausible que de se faire pousser des ailes et de s'envoler. Les nouvelles de sa famille étaient pires. Clara avait eu une mauvaise réaction à son médicament, ce qui l'avait conduite à l'hôpital pour observation. L'appel téléphonique avec sa mère affolée avait laissé Léa vidée, le poids du bien-être de sa famille s'installant sur ses épaules comme une couverture de plomb. Le médecin suggérait un plan de traitement plus agressif et donc astronomiquement plus cher. Le chiffre qu'il avait cité était si grand, si loin de sa réalité, que cela ressemblait à une blague, une cruelle chute cosmique. Son monde se rétrécissait, les murs se refermaient. Au travail, la surveillance de M. Dubois s'intensifia. Il avait installé une nouvelle caméra de sécurité pointée directement sur la porte latérale menant à la ruelle. Un message clair et sans équivoque. Il l'observerait, documentant ses transgressions, constituant son dossier. Il commença à chronométrer ses pauses, à commenter sa vitesse, à critiquer l'épaisseur de sa mousse de lait. C'était une guerre d'usure conçue pour l'épuiser, pour la forcer à démissionner afin qu'il n'ait pas à la licencier. Jessica, sentant l'odeur du sang, devint plus audacieuse dans ses railleries. « Tu joues toujours à Mère Teresa » demanda-t-elle avec un sourire narquois alors que Léa préparait le café matinal de Samuel. « J'espère que ça en vaudra la peine quand tu seras à la rue avec lui. » Les mots étaient censés être cruels, mais ils touchaient une corde sensible, envoyant une pointe de terreur pure dans le cœur de Léa. Alors que son monde intérieur sombrait dans le chaos, le monde extérieur décida d'égaler sa fureur. Les météorologues commencèrent à parler sur des tons graves et apocalyptiques. Une tempête de neige historique se dirigeait vers la côte ouest de l'Europe. Une bombe météorologique. Il prévoyait 60 cm de neige, des vents de la force d'un ouragan et des températures dangereusement basses. La ville commença à se préparer. Les étagères des supermarchés furent dévalisées. Les écoles annoncèrent des fermetures et le maire exhorta tout le monde à rester chez soi. Pour Léa, rester à la maison n'était pas une option. Le grain quotidien ne fermait jamais. Une tempête de neige signifiait un public captif d'employés de bureaux bloqués dans le quartier, et pour M. Dubois, cela signifiait des profits. La tempête frappa un vendredi matin, arrivant avec une rapidité terrifiante. Le ciel devint gris métallique, et les premiers flocons, gros et humides, commencèrent à tomber. En moins d'une heure, c'était un blanc total. Le vent hurlait à travers les canyons de Paris, une bête plaintive et stridente.
La neige tourbillonnait en rafales aveuglantes, effaçant le monde, réduisant la visibilité à quelques mètres. Léa était arrivée au travail juste avant que la ville ne ferme officiellement le métro, s'arrêtant brusquement. Le café était une bulle étrange de chaleur et de lumière contre la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Une poignée de clients étaient blottis à l'intérieur, sirotant leur boisson, leur visage collé aux nouvelles sur la télévision du café. Sa première pensée, alors que le vent faisait vibrer la baie vitrée, fut pour Samuel. Où irait-il? Comment quelqu'un pourrait-il survivre à ça dehors? La température chutait, et avec le refroidissement éolien, elle était bien en dessous de zéro. La ruelle deviendrait un tunnel de vent, un piège mortel. Une terreur profonde, écœurante s'installa dans son estomac. Elle ne cessait de regarder par la fenêtre, mais la neige tourbillonnante était un rideau impénétrable. Vers midi, le courant vacilla. Les lumières grésillèrent, s'éteignirent, puis se rallumèrent, jetant une énergie nerveuse sur le café. M. Dubois faisait les 100 pas, le visage crispé d'anxiété, plus inquiet pour ses réfrigérateurs que pour les gens qui gelaient dehors. C'est alors qu'elle vit une silhouette, une forme sombre titubant contre le blanc aveuglant. C'était lui. C'était Samuel. Il était couvert de neige, un glaçon ambulant. Il ne se dirigeait pas vers l'abri relatif de la ruelle, mais trébuchait vers la porte d'entrée du café. Il était voûté, se déplaçant avec une lenteur terrifiante, une main pressée contre sa poitrine. Il s'effondra contre la porte vitrée, le visage pâle, les lèvres teintées de bleu. Il n'avait pas seulement froid. Il était en grave difficulté. Sans réfléchir une seconde, Léa laissa tomber le porte-filtre qu'elle nettoyait et courut vers la porte. « Qu'est-ce que vous croyez faire » claqua Dubois, la voix sèche. « Il est en train de geler. Il va mourir là dehors » s'écria Léa, luttant avec la lourde porte contre la force du vent. Elle réussit à l'ouvrir, et Samuel tomba pratiquement à l'intérieur, apportant avec lui un tourbillon de neige et de glace. Il s'effondra sur le sol, tremblant de manière incontrôlable, sa respiration superficielle et rauque. Les quelques clients du magasin le regardèrent, leurs expressions un mélange de peur et de dégoût. « Sortez-le d'ici maintenant » hurla Dubois, son visage devenant rouge et tacheté. « Je ne veux pas de cette saleté dans mon établissement. Il va faire fuir les clients. »« Quels clients » rétorqua Léa, sa voix résonnant d'une fureur qu'elle ne se connaissait pas. Elle s'agenouilla à côté de Samuel, essayant de l'aider à s'asseoir. Ses vêtements étaient trempés et sa peau était comme de la glace. « Il y a une tempête. On dit aux gens de ne pas sortir. Allez-vous le rejeter dehors pour qu'il meure? C'est une entreprise privée, pas un refuge pour sans-abri. J'appelle la police, menaça Dubois, cherchant son téléphone. Allez-y, le défia Léa, les yeux flamboyants. Appelez-les et quand ils arriveront, je ne manquerai pas de leur dire que vous, Marc Dubois, avez essayé de jeter un homme souffrant d'hypothermie dans une tempête de neige historique. Voyons ce que ça donnera aux informations du soir. Son défi, si soudain et féroce, sembla le réduire au silence. Il resta là, bouche bée, le téléphone serré dans sa main. Les clients restants regardaient, leur téléphone soudainement sorti, certains d'entre eux enregistrant discrètement la confrontation. La cour de l'opinion publique était une chose puissante et imprévisible, et Dubois pouvait voir le potentiel d'un cauchemar de relations publiques se dérouler sous ses yeux. Léa l'ignora. Elle tourna toute son attention vers Samuel. « Samuel, vous m'entendez? Nous devons vous réchauffer. » Il était à peine conscient, ses yeux papillonnants. Sa respiration était un sifflement douloureux. Jessica se tenait derrière le comptoir, l'air pâle et terrifié, ne sachant que faire. « Jessica, va chercher des couvertures ou des manteaux, n'importe quoi, » ordonna Léa. Pour une fois, Jessica obéit sans un mot, se précipitant vers le porte-manteau du personnel. Léa, avec l'aide d'un client courageux, un jeune homme en sweatshirt universitaire, réussit à traîner Samuel jusqu'à une banquette dans le coin arrière. Ils lui retirèrent doucement sa veste gelée et trempée. Sa peau était marbrée et cireuse. Alors qu'il retirait la couche extérieure, un lourd portefeuille en cuir tomba d'une poche intérieure, atterrissant sur le sol avec un bruit sourd. Personne n'y prêta attention. Léa frottait frénétiquement les mains de Samuel, essayant de leur redonner un peu de vie. Jessica revint avec sa propre parque à coûteuse et la drapa sur lui. « Que quelqu'un appelle le SAMU, » dit l'étudiant, la voix tremblante. « Les ambulances ne circulent peut-être pas, mais nous devons essayer. » Monsieur Dubois, voyant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, se retira dans son bureau en claquant la porte. Le café était une scène de chaos contrôlé. Léa était entièrement concentrée sur Samuel, lui chuchotant, lui disant de tenir bon, que l'aide arrivait. Au milieu de la panique, le portefeuille gisait oublié sur le sol près de la banquette.
Son cuir épais et coûteux contrastait fortement avec les vêtements élimés d'où il était tombé. C'était un petit détail incongru dans une scène de survie désespérée, un objet qui n'avait pas sa place. Et à l'intérieur de ce portefeuille, bien rangé derrière une rangée de cartes de crédit en platine et un permis de conduire avec un visage plus jeune, plus rasé de près, mais indubitablement le même, se trouvait une carte d'identité de l'une des sociétés de capital investissement les plus puissantes et secrètes du monde. Le nom sur la carte était Samuel Fournier, président-directeur général. Le hurlement d'une sirène, un son faible et luttant, étouffé par l'épais rideau de neige tombante, devint de plus en plus fort. Contre toute attente, une ambulance se frayait un chemin à travers les rues de Paris paralysées par la tempête. L'arrivée des secouristes transforma l'énergie chaotique du café en un bourdonnement d'activité concentrée. Ils se déplaçaient avec une efficacité calme, leurs uniformes vifs contrastant avec les tons sourds du café. Ils évaluèrent rapidement Samuel, leur voix basse et professionnelle. Hypothermie sévère, possible accident cardiaque. Ils le branchèrent à un moniteur portable, l'enveloppèrent dans des couvertures thermiques et le chargèrent sur un brancard. Léa se tenait en retrait, se sentant soudain inutile, son cœur battant contre ses côtes. Elle les regarda le faire sortir, les portes se refermant derrière eux, laissant une flaque de neige fondue et un silence profond dans leur sillage. Le drame était terminé. La poignée de clients qui avaient tout vu se mirent à murmurer entre eux, leur téléphone servant désormais à envoyer des SMS et à appeler, propageant l'histoire. Monsieur Dubois sortit de son bureau, le visage un masque blafard d'anxiété. Il regarda Léa, puis le sol mouillé, puis de nouveau Léa. Son expression était un cocktail toxique de fureur et de peur. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ce fut le jeune étudiant qui l'avait aidé qui rompit le silence. « Eh, je crois que c'est à lui », dit-il en se penchant pour ramasser le portefeuille qui avait été poussé sous la table pendant l'agitation. Il le tendit à Léa. « Vous devriez probablement vous assurer qu'il arrive à l'hôpital. » Léa prit le portefeuille. Il semblait incroyablement lourd dans sa main. Le cuir était souple et sentait légèrement le cèdre et l'argent. C'était le genre de portefeuille qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Son premier réflexe fut de l'ouvrir pour trouver une forme d'identification, un moyen de contacter un membre de sa famille. Ses doigts tâtonnèrent avec le fermoir. Elle l'ouvrit. La première chose qu'elle vit fut le bord d'une carte de crédit, son éclat métallique captant la lumière. Une carte American Express Centurion, la carte noire, un objet mythique dont elle n'avait entendu parler que dans les magazines, réservé à l'élite mondiale. La confusion luttait avec l'incrédulité. Ce ne pouvait pas être vrai. Il devait être volé, ou faux. Puis elle vit le permis de conduire. La photo datait de 10 ans, l'homme dessus, rasé de près, avec des yeux vifs et intelligents, et une mâchoire qui n'avait pas encore été adoucie par les épreuves. Ses cheveux étaient bien coupés, pas un désordre emmêlé et grisonnant, mais c'était lui. Les yeux étaient du même bleu perçant. Le nom était Samuel David Fournier. Adresse, un pantouz exclusif sur l'avenue Foch. Léa sentit le sol tanguer sous ses pieds. Fournier. Le nom résonnait dans sa mémoire, tiré des informations économiques que son père regardait autrefois. Fournier, le génie reclus et excentrique derrière Fournier Capital, une société de capital investissement qui faisait bouger les marchés, façonnait les industries. Un homme célèbre pour ses stratégies d'investissement agressives et pour avoir presque entièrement disparu de la vie publique une décennie plus tôt après une tragédie personnelle. Il était un fantôme, une légende dans le monde financier, un milliardaire plusieurs fois. Et il vivait dans la ruelle à côté de son café. « Non », murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. » Elle fouilla frénétiquement les autres compartiments du portefeuille. Derrière le permis se trouvait une autre carte d'identité, une carte d'entreprise. Une carte noire élégante avec un logo simple et raffiné, Fournier Capital. La carte d'identité présentait la même photo, le même nom et le titre, président-directeur général. La vérité s'abattit sur elle avec la force d'un coup physique. Le livre de philosophie stoïcienne, le regard analytique et intelligent, la façon dont il observait le monde, non pas avec le désespoir d'un mendiant, mais avec l'observation détachée d'un sociologue ou d'un roi déguisé. Tout s'emboîta avec une clarté horrifiante et retentissante. Jessica, qui l'avait observé avec de grands yeux craintifs, s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léa ne pouvait pas parler. Elle tendit simplement le portefeuille ouvert, pointant un doigt tremblant vers la carte d'identité. Jessica regarda. Sa mâchoire tomba. « Fournier? Comme le Samuel Fournier? Pas possible. C'est impossible. » Elle arracha le portefeuille des mains de Léa, examinant les cartes comme si elle pouvait les forcer à être fausses. Ça doit être volé. Il a volé le portefeuille d'un milliardaire.
Mais même en le disant, le doute était clair dans sa voix. La photo était indéniable. À ce moment, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un secouriste, mais deux personnes qui semblaient totalement déplacées. Un homme dans un costume noir impeccablement taillé, le visage sombre et professionnel, et une femme à la coupe de cheveux sévère, une tablette serrée dans sa main. Ils se déplaçaient avec une aura d'autorité tranquille et redoutable, leurs yeux balayant la pièce, évaluant la situation en une fraction de seconde. « Nous cherchons Samuel Fournier », dit l'homme, sa voix calme et autoritaire, coupant le faible murmure de la pièce. Nous avons été alertés par son service de sécurité que son tracker personnel indiquait une urgence médicale à cet endroit. Tout le monde se figea. Monsieur Dubois, qui s'était approché de Léa, s'arrêta net, son visage perdant toute couleur. Les yeux de l'homme se posèrent sur Léa. « Vous étiez avec lui. » Léa ne put qu'acquiescer, la gorge nouée. La femme à la tablette s'avança. Elle s'appelait Évelyne Rousseau, la directrice de cabinet de Fournier. Monsieur Fournier est stable et a été transporté à l'hôpital américain. Son équipe médicale privée est avec lui maintenant. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Son regard était vif, ne manquant rien. Les flaques d'eau sur le sol, la parka jetée, le regard terrifié sur le visage de Dubois, et le regard défiant et inébranlable de Léa. Léa retrouva sa voix. Il s'est effondré. Il était gelé. Je l'ai fait entrer. Elle jeta un coup d'œil à Monsieur Dubois. Il voulait le rejeter dehors dans la tempête. Les yeux d'Évelyne Rousseau se tournèrent vers Dubois une fraction de seconde, un regard d'un mépris si froid et dédaigneux qu'il tressaillit visiblement. Elle reporta ensuite toute son attention sur Léa. « Vous avez interagi avec lui avant aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une accusation, mais une simple question. L'homme en costume, qui s'appelait Arthur, chef de la sécurité de Fournier, parlait déjà doucement dans un appareil à son poignet. Il saurait tout. Je lui donnais du café le matin, admit Léa en relevant le menton. Il faisait froid. L'expression sévère d'Évelyne s'adoucit presque imperceptiblement. Depuis combien de temps? Environ 6 mois. Un long silence plana dans l'air. Évelyne et Arthur échangèrent un regard que Léa ne put déchiffrer. C'était un mélange d'exaspération, de soulagement et d'autre chose. Du respect. Monsieur Fournier est en congé sabbatique de sa propre conception depuis 1 an, dit Évelyne avec précaution, choisissant ses mots avec précision. Il mène ce qu'il appelle une expérience sociale. Il voulait voir le monde d'en bas, trouver une véritable connexion humaine dépouillée de la richesse et de l'influence. Une expérience sociale. Les mots flottaient dans l'air, absurdes et obscènes. Un milliardaire jouant à la pauvreté pendant que des gens comme elle se battaient chaque jour juste pour garder la tête hors de l'eau. Une vague de colère, chaude et rapide, submergea Léa, éclipsant momentanément son choc. N'était-ce donc qu'un jeu? Mais elle se souvint du regard dans ses yeux quand il lui avait donné le fusain, de l'inquiétude sincère quand il lui avait dit qu'elle avait l'air fatiguée, du froid désespéré qui s'accrochait à son corps. Ce n'était pas seulement un jeu. Quelque chose de plus profond, de plus douloureux l'avait poussé à cela. Nous le surveillons à distance selon ses instructions strictes, ajouta Arthur, le chef de la sécurité, sa voix un baryton grave. Nous ne devions intervenir qu'en cas de situation mettant sa vie en danger. Aujourd'hui était cette situation. Vous lui avez sauvé la vie, mademoiselle Martin. Léa Martin, dit Léa, sa voix à peine un murmure. Mademoiselle Martin. Éveline Rousseau hocha lentement la tête. Monsieur Fournier voudra vous remercier personnellement quand il le pourra. Il semble que son expérience, à sa manière, a été un succès. Il a trouvé une personne en 6 mois qu'il a traitée comme un être humain. La pensée était stupéfiante, un triste commentaire sur la ville qu'ils appelaient tous leur chez-soi. Monsieur Dubois, qui avait écouté cet échange avec un air d'horreur naissante, sortit enfin de sa paralysie. Il se précipita en avant, le visage contorsionné en un sourire grotesque et sycophante. Mademoiselle Rousseau, un terrible malentendu, balbutia-t-il en se tordant les mains. J'étais simplement préoccupé par le bien-être de ce monsieur. Bien sûr, au Grain quotidien, nous sommes toujours là pour aider la communauté. Léa, mon employée ici, ne faisait que suivre mon exemple. Une véritable héroïne, celle-là. Le mensonge était si audacieux, si pathétique qu'il en était presque comique. Éveline Rousseau ne lui accorda même pas une réponse. Elle regarda simplement au-delà de lui, ses yeux fixés sur Léa. « Nous vous contacterons, mademoiselle Martin, » dit-elle. Et sur ce, elle et Arthur se tournèrent et sortirent du café, laissant dans leur sillage un silence stupéfait et la vérité indéniable et bouleversante. Le sans-abri de la ruelle était un milliardaire, et Léa Martin, une serveuse en difficulté sur le point d'être expulsée,
venait de lui sauver la vie. Son monde n'avait pas seulement été bouleversé. Il avait été démasqué. Les heures qui suivirent le départ du redoutable personnel de Samuel Fournier furent un flou surréaliste. La tempête de neige continua son assaut sur la ville, piégeant Léa à l'intérieur du grain quotidien avec les débris de son ancienne réalité. Le café, autrefois un lieu de routine banale, ressemblait maintenant à une scène où le dernier acte d'une pièce bizarre venait de se conclure. La transformation de M. Dubois fut immédiate et nauséabonde. Il tournait autour de Léa, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur qui lui donnait la chair de poule. Il lui offrit une pause payée, une viennoiserie gratuite, ses louanges sonnant creux dans l'atmosphère chargée. Incroyable, Léa, tout simplement incroyable, s'extasia-t-il, essuyant une particule de poussière inexistante sur une table voisine. Votre compassion, votre vivacité d'esprit. J'ai toujours dit que vous étiez notre meilleur employé, un véritable atout pour l'équipe. Il ignorait commodément le fait qu'il y a moins d'une heure, il avait menacé de la licencier et de jeter l'atout dans une tempête de neige. Jessica était également transformée, bien que sa flagornerie soit teintée d'une énergie désespérée et frénétique. Elle ne cessait de rejouer les événements, sa voix un couinement aigu d'incrédulité. Un milliardaire. Il était milliardaire tout ce temps. Tu te rends compte? Et tu lui donnais du café gratuit. Oh mon Dieu, Léa, tu es pratiquement sa meilleure amie. Léa voulait crier. Elle voulait leur dire à tous les deux de se taire, de la laisser seule. Elle se sentait étourdie, désorientée, comme si elle était un plongeur en haute mer qui avait refait surface trop rapidement. Son esprit était un maelstrom d'émotions contradictoires. Le choc, bien sûr, était le dominant, l'improbabilité pure et ridicule de tout cela. Mais sous le choc se trouvait un enchevêtrement confus de colère, de trahison et d'une étrange pitié douloureuse. La colère face à la tromperie. Il avait joué un rôle. Sa pauvreté, sa vulnérabilité, tout cela n'avait été qu'un costume. Pendant qu'elle comptait littéralement ses centimes pour survivre, angoissée par le loyer et la santé de sa sœur, il s'était engagé dans une expérience sociale. Le privilège de cela, l'arrogance pure de pouvoir entrer et sortir de la misère comme on change de vêtements, était écœurant. Pourtant, il y avait aussi un sentiment de trahison, non pas de sa part envers lui, mais de la connexion simple et pure qu'elle pensait qu'ils avaient. Leur rituel matinal avait été sa seule interaction humaine authentique dans une journée de faux sourires et de plaisanteries forcées. Elle lui avait donné du café, non pas parce qu'elle espérait une récompense, mais parce qu'il était un être humain qui souffrait dans le froid. Toute cette connexion avait-elle été construite sur un mensonge? N'était-elle qu'une autre donnée dans sa recherche tordue? Et puis il y avait la pitié. Elle se souvenait de la solitude profonde dans ses yeux, de la façon dont il serrait cet exemplaire des pensées, comme si c'était un radeau de sauvetage. Personne ne choisit de vivre dans une ruelle, d'endurer ce genre d'isolement et de difficulté, même pour une expérience, à moins de fuir quelque chose de terrible. Un milliardaire qui avait tout et qui avait pourtant choisi de n'avoir rien. Quelle sorte de douleur pouvait pousser un homme à un tel extrême? En fin d'après-midi, la tempête commença à se calmer. Le vent se tut pour devenir un faible gémissement, et les chutes de neige diminuèrent pour devenir une rafale régulière, presque douce. La ville, drapée dans une épaisse et immaculée couverture blanche, était anormalement silencieuse. La ville qui ne dort jamais était, pour un instant, au repos. Le téléphone fixe derrière le comptoir sonna, son strident discordait dans le silence. Monsieur Dubois plongea pratiquement dessus. Le grain quotidien. Dubois à l'appareil, gazouilla-t-il. Son visage passa par une série rapide d'expressions. Surprise, obséquiosité, puis panique blafarde. Il tendit le combiné à Léa, sa main tremblant légèrement. C'est pour vous. C'est Mademoiselle Rousseau. Léa prit le téléphone, la main moite. Mademoiselle Martin. La voix d'Evelyne Rousseau était nette et professionnelle, sans aucune trace du chaos du matin. J'espère que je ne vous dérange pas. J'appelle pour vous donner des nouvelles. Monsieur Fournier se repose confortablement. Il est réveillé et lucide. Les médecins disent qu'il se remettra complètement. Il insiste pour vous parler. Le cœur de Léa martelait contre ses côtes. Maintenant, il a refusé de parler à qui que ce soit d'autre, y compris aux membres de son conseil d'administration et à sa famille, tant qu'il ne vous aura pas parlé. Il m'a demandé de vous dire qu'il est désolé pour la tromperie et qu'il a besoin de vous remercier comme il se doit. Il m'a également donné pour instruction d'organiser une voiture pour vous ramener chez vous dès que vous serez prête. Les routes sont encore dangereuses. L'offre d'une voiture était une petite chose, mais elle soulignait le vaste fossé infranchissable qui venait de s'ouvrir entre son monde et le sien. D'accord, balbutia Léa. Et, mademoiselle Martin, ajouta Evelyne, sa voix s'adoucissant légèrement. Concernant votre directeur,
Ne vous inquiétez pas pour lui. Monsieur Fournier est un homme qui valorise la loyauté et l'intégrité par-dessus tout. Il a maintenant une image très claire du caractère de Monsieur Dubois. Considérez que c'est réglé. » Quelques minutes après qu'elle ait raccroché, un SUV noir et élégant, du genre de ceux qu'utilisent les présidents et les diplomates, s'arrêta silencieusement devant le café. Il semblait absorber la lumière, sa présence dans la rue enneigée étant à la fois imposante et incongrue. Un chauffeur en costume noir sortit et lui ouvrit la porte. Monsieur Dubois et Jessica regardèrent, leur visage un mélange d'admiration et de terreur, tandis que Léa rassemblait ses affaires. Elle n'était plus seulement Léa la serveuse. Elle était maintenant, à leurs yeux, une personne liée à un pouvoir immense, un arbitre de leur destin. Le trajet jusqu'au 19e arrondissement fut silencieux et fluide. Léa regardait par les vitres teintées la ville transformée. La neige avait adouci tous les angles durs, enveloppant les rues familières d'une beauté onirique. Elle avait l'impression d'être dans un film, une passagère dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble délabré, le chauffeur dit simplement « Nous vous contacterons, mademoiselle Martin », et partit, disparaissant dans le paysage blanc aussi discrètement qu'il était arrivé. À l'étage, dans son petit appartement, le silence était assourdissant. L'avis d'expulsion était toujours sur son comptoir de cuisine, un rappel brutal des problèmes qui n'avaient pas magiquement disparu. Les factures médicales de Clara étaient toujours empilées. Elle était toujours la même Léa, mais le monde avait irrévocablement changé. Elle s'assit sur son canapé défoncé, le morceau de fusain que Samuel lui avait donné toujours dans la poche de son manteau. Elle le sortit, le faisant rouler entre ses doigts. « Je vois la façon dont vous regardez les choses », avait-il dit. Était-ce une partie du jeu, ou avait-ce été un moment de connexion authentique, un aperçu de l'homme derrière le masque? Son téléphone vibra. C'était un SMS d'un numéro inconnu. « Léa, c'est Samuel. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Je vous dois une dette énorme et une explication bien plus grande. Pouvons-nous nous voir? Quand je sortirai de l'hôpital, j'aimerais vous montrer quelque chose. Quelque chose qui expliquera pourquoi. Je suis vraiment désolé. » Le texto fut suivi d'un autre message un moment plus tard. « Et merci pour le café, pour le croissant, pour avoir vu un homme et non un problème. Vous avez sauvé plus que ma vie aujourd'hui. » Des larmes montèrent aux yeux de Léa. C'étaient des larmes de confusion, d'épuisement et d'une étrange empathie naissante. Le mur de colère qu'elle avait ressenti commença à s'effriter. C'était plus compliqué que le jeu d'un homme riche. Il s'agissait de la quête d'un homme brisé pour quelque chose qu'il avait perdu. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, il l'avait trouvé. 2 jours après la tempête, une voiture noire avec chauffeur conduisit Léa d'un Grain quotidien transformé, où son ancien directeur avait mystérieusement démissionné, à la majestueuse Bibliothèque nationale de France. Là, dans une salle privée aux murs lambrissés surplombant un jardin des Tuileries enneigées, Samuel Fournier l'attendait. Il n'était plus l'homme de la ruelle, mais une figure d'une gravité tranquille et lasse, vêtue d'un simple pull gris. Il insista pour qu'elle s'assoie, ses yeux empreints d'une profonde sincérité. Il commença par s'excuser pour la tromperie, puis expliqua le chagrin profond qui l'Y avait poussé. La mort soudaine de sa femme et de son fils une décennie plus tôt avait rendu sa richesse immense insignifiante, le piégeant dans une cage dorée de relations transactionnelles. Son expérience sociale était une recherche désespérée de dernière minute pour un acte authentique de bonté humaine, offert à quelqu'un qui n'avait rien à donner en retour. « Pendant 6 mois, je n'ai rien trouvé », avoua-t-il, la voix lourde de souvenirs. « J'étais un fantôme. Les gens m'évitaient, me maudissaient ou m'ignoraient. Et puis il y a eu vous, Léa. Chaque matin, vous m'apportiez un café. Vous ne vouliez rien. Vous avez juste vu une personne. Vous m'avez rappelé que la bonté existe encore. » Avec son explication vint une proposition qui allait changer sa vie. Premièrement, il lui dit que les importantes factures médicales de sa sœur Clara étaient entièrement payées, et que les meilleurs spécialistes s'occupaient maintenant de son cas. Deuxièmement, son logement était sécurisé. Il avait acheté son immeuble pour arrêter l'expulsion. Ceci, dit-il, est un cadeau et des excuses. Et troisièmement, continua-t-il, c'est l'offre. Je lance la Fondation Caroline et Daniel Fournier. Sa mission sera d'investir dans les gens et de financer des actes de bonté tangibles. Je veux que vous en soyez la directrice exécutive. Il la regarda directement. Je paierai l'intégralité de vos frais de scolarité à l'école des Beaux-Arts pour que vous n'ayez pas à sacrifier votre rêve. Et je fournirai un salaire qui garantira que vous et votre famille soyez en sécurité pour la vie. J'ai besoin de quelqu'un d'intègre et d'empathique pour m'aider à construire cela. Avant que Léa ne puisse traiter l'offre impossible, un autre homme entra dans la pièce. Richard Chevalier, un associé principal du cabinet de Fournier. Son costume était impeccable,
ses yeux froids et calculateurs. « Monsieur Fournier est sentimental », déclara Chevalier en regardant Léa avec un dédain non dissimulé. « Aussi louables que soient vos actions, mademoiselle Martin, vous êtes une serveuse. Vous n'êtes pas qualifiée pour diriger une fondation de plusieurs millions d'euros. » Le défi était lancé. Samuel la regarda, son expression sérieuse. « Le choix vous appartient, Léa. Vous pouvez prendre les cadeaux et partir, et personne ne vous en voudra. Ou vous pouvez accepter ce poste et m'aider à construire quelque chose de significatif. Mais si vous acceptez, vous devrez prouver chaque jour que des gens comme Monsieur Chevalier ont tort. » La pièce était silencieuse, le poids de 2 avenirs reposant sur sa décision. Léa rencontra le regard sceptique de Richard Chevalier avec une nouvelle résolution tranquille. « Vous avez raison, Monsieur Chevalier, » dit-elle, la voix ferme. « Mon expérience n'est pas dans une salle de conseil. Elle est sur le terrain, là où les gens luttent, et c'est là que cette fondation doit être. » Elle se tourna vers Samuel et accepta son offre sous une condition puissante. Son premier projet serait l'initiative Grain Quotidien, un programme financé par la Fondation pour fournir un emploi stable, des salaires équitables et une formation professionnelle aux personnes en transition après avoir été sans abri, grâce à des partenariats avec des cafés locaux. Il ne s'agissait pas de charité. Il s'agissait de dignité. Un sourire sincère se dessina sur le visage de Samuel, atteignant ses yeux pour la première fois. « Bienvenue à bord, directrice Martin, » dit-il. Chevalier fut réduit au silence, déjoué non par une stratégie d'entreprise, mais par une compassion authentique. L'année suivante fut un tourbillon de détermination. Tout en étudiant l'art le soir, Léa construisit la fondation à partir de zéro. L'initiative fut un succès retentissant, transformant des dizaines de vies et prouvant que le cynisme de Chevalier avait tort. Elle et Samuel devinrent de vrais partenaires, ses vastes ressources guidées par sa vision empathique, et il commença à guérir de sa décennie de deuil. Un soir d'automne vif, 1 an après la tempête de neige, elle retrouva Samuel pour le dîner. En marchant, ils passèrent devant un homme blotti dans une ruelle contre le froid. Sans un mot, Samuel s'arrêta, acheta 2 cafés chauds et s'agenouilla pour en offrir un à l'étranger, lui parlant doucement. Léa regardait, le cœur plein. L'onde de bonté qu'elle avait initiée avec une seule tasse de café avait bouclé la boucle, se propageant maintenant pour réchauffer les coins froids de la ville, prouvant que le plus grand changement commence toujours par l'acte simple et puissant de voir vraiment une autre personne. L'histoire de Léa est un rappel puissant que les plus grands changements commencent souvent par les plus petits gestes. Une seule tasse de café offerte sans attente a complètement changé de vie et a déclenché une vague de changements positifs. Cela prouve que vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour avoir un impact profond. La vraie richesse se mesure à notre compassion, notre intégrité et notre volonté de voir l'humanité en chacun, quelles que soient ses circonstances. Chaque personne que vous croisez dans la rue a une histoire. Et si votre petit acte de gentillesse était celui qui changeait leur récit? Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle qui inspirent l'espoir et prouvent que la bonté est toujours la monnaie la plus puissante au monde. Merci de votre attention.